Slimane Zeguidou est avec nous en plateau. Bonjour Slimane. Bonsoir. Alors nous irons également en Algérie, au Maroc, pour connaître les réactions sur place à cette décision du président Emmanuel Macron de prendre fait et cause pour le Maroc, alors que la France tentait jusqu'à présent d'observer une prudence diplomatique. Et ce contentieux du Sahara occidental est vieux de 50 ans. C'est un contentieux qui est très complexe. Petit cours d'histoire, quelle est son origine ? Alors l'origine, c'est qu'à l'origine, c'était une colonie espagnole parce que les Européens, dans le congrès de Berlin en 1878, s'étaient permis de se partager la région et ce qu'on appelle aujourd'hui le Sahara occidental a issu à l'Espagne. Alors l'Espagne, en 1975, au moment où le général Franco agonisé, décidait de se séparer de ce territoire et donc de se retirer. Elle a entamé le retrait entre 1975 et 1976. Et c'est à ce moment-là que le Maroc et aussi la Mauritanie ont mis en avant leurs droits historiques sur ce territoire. Donc le Maroc a enclenché ce qu'on a appelé à l'époque la marche verte, c'est-à-dire 350 000 civils marocains se sont précipités, sont entrés dans ce territoire avec des drapeaux marocains pour affirmer l'appartenance et le rattachement de ce territoire au royaume chérifien. Les Mauritaniens aussi réclamaient leur part. Du coup, la population, une partie de la population sahraoui, ce qui donnera plus tard le Front Polisario, déclenche une lutte armée. Et c'est ça, qui existait avant, mais il déclenche une lutte armée contre ce qu'il considère comme des envahisseurs, mauritaniens et marocains. Résultat, pour faire court, les Mauritaniens, suite à un coup d'État, renoncent à leurs revendications sur leur partie du sud du Sahara occidental, que le Maroc s'empresse de réclamer pour lui-même. Donc, une guerre éclate, le Polisario proclame la création d'une république arabe démocratique sahraoui le 27 février 1976. C'est une république qui est reconnue aujourd'hui par l'Union africaine, mais pas par l'ONU, pas par la Ligue arabe, pas par l'Union du Maghreb arabe, ni par l'organisation de la conférence islamique. Mais elle est reconnue quand même par une vingtaine d'États. Donc, résultat, il y a eu cette guerre. Et en 1991, pour mettre fin à cette guerre qui s'enlisait, l'ONU décide d'organiser un cessez-le-feu et de proposer un référendum d'autodétermination. On va revenir sur cette question. Mais d'abord, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron décide en plein été de trancher, puisque c'est un contentieux entre le Maroc et l'Algérie, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron décide de trancher, de suivre la voie marocaine et pourtant, il avait parlé d'une trêve olympique, je crois. Mais pourquoi alors cette décision comme ça cet été ? Écoutez, c'est une question, c'est une véritable énigme sur laquelle, notamment la presse algérienne ou la presse espagnole, ont écrit déjà beaucoup de choses. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le président, c'est comme première chose, message interne, le président a voulu montrer que, constitution de gouvernement ou pas, il est le chef de l'État et le chef des armées, donc il n'arrête pas, vacances ou pas, il prend des décisions, même des décisions majeures, avec des conséquences énormes, comme celle-ci. Et alors, on va maintenant se diriger, vous avez parlé d'une presse algérienne qui est en ébullition. On va maintenant... Nous avons Tariq Hafid, le journaliste Tariq Hafid qui est avec nous en direct d'Algérie. Tariq, comment est-ce qu'on réagit sur place ? Est-ce que la presse elle est vraiment très remontée contre la décision française ? En fait, ce n'est pas la presse qui est très remontée, c'est en quelque sorte avant tout de l'incompréhension. Et puis, c'est aussi une forme de, je vais dire... Après tout, après réflexion, plus de la confirmation de la position française, parce qu'en réalité, et ça a été confirmé par l'ambassadeur actuel de France à Rabat, la France a participé justement à la rédaction de ce plan d'autonomie et ce n'est enfin, c'est tout à fait logique à un certain moment, elles le reconnaissent officiellement et donc elles écartent de fait tout règlement dans le cadre de la légalité internationale, c'est-à-dire dans le cadre d'un plan de règlement qui a été adopté donc, par les deux parties. Et juste petite précision, ce n'est pas un contentieux entre l'Algérie et le Maroc, c'est la question du Sahara occidental, c'est uniquement un processus de décolonisation. Et donc, il est important dans la situation actuelle que
la presse algérienne, qui est la principale, on va dire, tribune du peuple sahraoui, qu'on puisse expliquer et puis qu'on puisse donner certaines... essayer justement de travailler sur ce fameux mystère de cette décision du président Macron. Tariq Hafid, est-ce que l'Algérie a retiré son ambassadeur, ce qui est un geste fort, ça n'est pas un rappel d'ambassadeur, mais c'est retirer son ambassadeur. Est-ce que l'Algérie va prendre d'autres mesures contre la France? La question a été posée hier par un journaliste lors d'une conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères, donc, M. Attaf, et il a dit que différentes options étaient à l'étude et certaines pourraient avoir des conséquences sur le plan économique, oui. Nous allons maintenant nous diriger vers le Maroc. Omar Brouxy est avec nous, vous êtes journaliste indépendant. Omar, est-ce que le Maroc voulait vraiment avoir confirmation de cette position française? Est-ce que le Maroc souhaitait vraiment que la France s'engage de son côté? Évidemment, vous parlez de la presse marocaine, c'est quasiment l'euphorie parce que c'est considéré comme une victoire diplomatique du Maroc. C'était une position très attendue et même exigée par le roi dans l'un de ses discours pour, dit-il, clarifier les positions des alliés stratégiques, notamment la France, vis-à-vis de ce conflit, vis-à-vis de cette question qui est considérée au Maroc comme une cause sacrée. Donc évidemment, parce que la France c'est un allié stratégique, c'est un allié historique du Maroc avec des enjeux économiques et politiques que tout le monde connaît et qui sont chiffrés. Mais aussi parce que la France, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, sur le plan juridique et sur le plan de la symbolique, cette décision de la France est très, très importante pour le Maroc. Bien sûr, il ne faut pas oublier que cette question est toujours entre les mains de l'ONU. On a l'impression que cette question connaît un basculement de l'ONU vers le Maroc et l'Algérie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce conflit qui a une dimension internationale, puisqu'il est entre les mains de l'ONU, est devenu comme un jeu d'échecs entre le Maroc et l'Algérie. Chaque fois que... Alors justement, Omar Brouxy, on va aborder cette question de droit international avec François Dubuisson. Vous êtes professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des contentieux internationaux. Alors, on l'a vu, la position française provoque des remous. Juste rappelez-nous, quel est le statut actuel du Sahara occidental ? Alors, le Sahara occidental est un territoire non autonome au regard des Nations Unies. Ça veut dire que c'est un territoire qui a le droit à l'autodétermination. Le peuple sahraoui peut déterminer son propre sort et il a été décidé qu'il devrait le faire au terme d'un référendum. Et toute une série d'ailleurs de juridictions internationales se sont prononcées en ce sens. Au premier chef, la Cour internationale de justice, qui dans un avis de 1975 avait établi que le Maroc n'avait pas la souveraineté sur ce territoire et que donc c'était bien un territoire non autonome auquel s'appliquait le droit à l'autodétermination. Et cette position a été encore confirmée soit par la Cour africaine des droits de l'homme il y a très peu de temps et par la Cour de justice de l'Union européenne. Et à cet égard, il faut savoir que la Cour de justice va se prononcer probablement dans les prochaines semaines sur divers accords économiques que l'Union européenne a passés avec le Maroc et qui s'appliquent au territoire du Sahara occidental. Et en première instance, le tribunal avait annulé ces accords en considérant que l'Union européenne ne pouvait pas passer des accords avec le Maroc portant sur le Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui. Donc il se peut que la position française se trouve assez rapidement en porte-à-faux avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. François Dubuisson, est-ce que vous dites par là que la présence marocaine au Sahara occidental est illégale, que c'est une annexion ? Oui, tout à fait. Donc c'est une annexion qui est illégale au regard du droit international. Déjà, le Conseil de sécurité avait condamné la marche verte qui avait été organisée par le pouvoir marocain. Et par la suite, par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme a indiqué très clairement que l'occupation marocaine était illégale, était contraire au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui.
Et sans le dire aussi explicitement, les juridictions européennes ont été dans le même sens, en tout cas en considérant que le territoire du Sahara occidental n'appartient pas au Maroc et que dès lors, il n'est pas possible de passer un accord avec le Maroc qui porterait sur le Sahara occidental sans en même temps obtenir le consentement préalable du peuple du Sahara occidental, ce qui passe évidemment très certainement par un accord avec le Front Polisario. Slimane Diguido, on disait tout à l'heure que l'ONU, dans une résolution, avait prévu un scrutin, un vote, un référendum pour l'autodétermination. Pourquoi est-ce que ce scrutin n'a jamais été organisé par l'ONU ? Parce que l'ONU est une instance qui n'a pas les moyens d'intervenir pour imposer ces résolutions. Regardez dans le conflit israélo-palestinien, pour ne parler que de ce conflit, les résolutions s'accumulent par dizaines, mais l'ONU n'arrive pas à agir. Donc l'ONU reste une force symbolique qui dit le droit international. Et néanmoins, le fait qu'elle ait prévu ce référendum d'autodétermination montre que la seule source de légitimité aujourd'hui pour un État, pour une souveraineté étatique sur quelque territoire que ce soit, reste le droit international, aussi imparfait soit-il. Et voilà pourquoi l'horizon du droit international reste le référendum d'autodétermination. Maintenant, qu'il y ait des relations que sur un plan bilatéral, qu'un État reconnaisse la marocanité du Sahara ou admette, comme la France, qui ne dit pas que la marocanité du Sahara. La France dit que c'est seulement dans le plan marocain d'autonomie qu'on peut trouver une solution au problème, ce qui est une façon indirecte de reconnaître la marocanité du Sahara. Donc est-ce que les relations, les reconnaissances bilatérales de gré à gré, d'État à État, peuvent finir en s'accumulant par constituer une légitimité parallèle au droit international, ou est-ce qu'il faut, en fin de parcours, passer néanmoins par le droit international ? Omar Broussi, est-ce que vous pensez que le Maroc acceptera de passer par le droit international avec un scrutin, par exemple ? C'est le Maroc qui a mis le dossier du Sahara occidental entre les mains de l'ONU. C'est-à-dire que le Maroc, dès 1981, a décidé de remettre ce dossier entre les mains de l'ONU. Maintenant, la question du référendum, il faut préciser qu'il y a eu des divergences importantes entre la partie indépendantiste, le Polisario et le Maroc, sur les critères de détermination des habitants sahraouis qui participeraient à ce référendum. Et cette divergence a duré plusieurs années jusqu'à ce que le Maroc décide enfin de considérer la question du référendum comme étant caduque et dépassée. Donc, c'est ça, c'est à ce niveau-là que se situe le... Mais il y a une population sahraoui. Pourquoi est-ce que ce serait caduque alors qu'il y a une population sahraoui ? Pourquoi est-ce que ce scrutin ne serait pas possible ? Parce qu'il y a des populations sahraouis dans le cadre, parce que c'est une région qui connaît beaucoup de mouvements à ce niveau. Ce n'est pas une région qui est figée. C'est pas une population qui est figée. Il y a beaucoup de déplacements de population à l'intérieur du Maroc et dans le Sahara occidental. Donc, il y a des Sahraouis qui vont au Maroc et des Marocains qui vont dans le Sahara. Donc, le Polisario n'était pas d'accord sur un certain nombre de critères et le Maroc aussi n'était pas d'accord sur un certain nombre de critères concernant les populations qui vont participer, qui devraient participer à ce référendum. Et ça a continué plusieurs années jusqu'à ce que le Maroc décide unilatéralement, comme je vous l'ai dit, de considérer la question du référendum comme étant dépassée. Ceci dit, il y a encore des cas, ça on l'oublie souvent, il y a des casques bleus au Sahara occidental, ce qu'on appelle la MINURSO, qui est chargée, la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental, qui est présente à l'ONU et qui est normalement chargée à la fois de veiller sur le respect du cessez-le-feu à partir de 91 et aussi d'organiser les mécanismes du référendum au Sahara occidental. Tariq Hafid, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement un référendum sur l'autodétermination, ça n'est plus possible aujourd'hui, hein ? Au contraire. Alors, il faut déjà rappeler une chose qui est essentielle, c'est que la responsabilité de l'organisation de ce référendum était à la base
du ressort de l'Espagne. Et c'est l'Espagne, en réalité, qui s'est défaussée et qui a plongé cet État, donc le Sahara occidental, dans cette situation dramatique. Il y a eu, au début des années 70, dans le but justement d'organiser ce référendum par les Espagnols, un recensement de la population. Donc les familles sahraouies d'origine, je ne parle pas des colons marocains, sont connues. C'est sur la base de ce recensement, justement, que devait se faire, s'organiser ce référendum à partir de 91, c'est-à-dire dans l'année qui a suivi le cessez-le-feu. Et à partir de là, donc, le Maroc a multiplié les manœuvres dilatoires justement pour empêcher déjà l'établissement de ces listes. Et il y a eu donc deux plans, plan Baker 1, plan Baker 2. Et les Sahraouis ont fait des concessions parce qu'ils ont accepté aussi une partie des colons que soient inscrits sur les listes électorales, une partie des familles de colons qui y sont arrivées durant les années 90. Et merci, donc finalement, c'est encore une fois après donc, le blocage total de l'organisation de ce référendum. Merci, mais je voudrais préciser une chose aussi, c'est que très quand rapidement, on lit parce que nous le plan voudrions d'autonomie écouter une marocain, dernière fois François juste une Dubuisson précision. qui nous attend en Belgique. Je vous écoute. Ce qui est étrange, c'est que le plan d'autonomie marocain propose justement un référendum aussi pour l'autonomie. Donc pourquoi le référendum d'autodétermination n'est pas possible et celui de l'autonomie est possible ? Merci beaucoup à vous, Tariq Hafid. On a bien compris votre propos. François Dubuisson, cette position française, elle n'est pas isolée. La Belgique, votre pays, a également été dans le sens du Maroc. Est-ce que ces voix discordantes ne vont pas contre la diplomatie européenne ? Ne jouent pas contre la diplomatie européenne ? Alors la diplomatie européenne, pour le moment, elle est quand même assez faible sur la question et on le voit avec justement les positions de l'Union européenne s'agissant de conclure des accords économiques avec le Maroc. On veut largement se passer du droit international et de l'obligation de non-reconnaissance des pouvoirs du Maroc sur le Sahara occidental. Donc il faut néanmoins noter que la France va plus loin que ce que n'a fait l'Espagne et la Belgique. C'est-à-dire que malgré tout, la formulation des réponses espagnoles et belges était encore marquée d'une certaine prudence. On marquait un certain soutien pour le plan marocain, mais pas de manière tout à fait exclusive. La position française va encore beaucoup plus loin et reconnaît quand même de manière assez claire la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et en cela, à mon sens, c'est une violation extrêmement directe du droit international et de l'obligation de non-reconnaissance de l'occupation illégale marocaine, contraire au droit d'autodétermination du peuple sahraoui. Merci François Dubuisson d'avoir été notre invité. Merci à vous quatre d'avoir été sur le plateau du Grand Angle.